Bonjour à toutes et à tous, Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Je suis très excité aujourd'hui des échanges qui s'en viennent, puisqu'on est dans un événement spécial qui est le Forum économique de la relève d'affaires qui a lieu en direct de Laval. C'est vraiment un événement majeur du regroupement qui réunit les 42 jeunes chambres de commerce que j'ai le privilège de représenter au quotidien. Et aujourd'hui, on échange de nombreuses thématiques d'actualité qui vont façonner 2030. C'est une journée où on a à la fois des conférences, où on a également des ateliers, vraiment parce qu'on travaille au développement des compétences des membres des jeunes chambres. On a également les podcasts présentement qu'on enregistre et événement spécial, animateur spécial. Donc, on a la chance d'avoir l'un des podcasteurs les plus écoutés au Québec, Pierre Couture, du podcast Cachemire, qui va vous tenir compagnie avec différents invités. Donc, je vous laisse entre ses mains expertes et je vous souhaite des super échanges. Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Ceux qui me suivent sur les plateformes savent que j'ai été aussi mêlé au journalisme. J'en fais encore. Je fais de la chronique économique à la radio dans la région de Québec. J'en fais aussi à Montréal de temps à autre. Mon podcast est très écouté un peu partout sur toutes les plateformes. Et comme ça, c'est intéressant parce que quand j'ai quitté le journalisme en 2020, journaliste, j'étais chez Québécois à l'époque et j'ai décidé de partir un podcast économique, Cachemire, qui est très écouté aujourd'hui, mais on ne savait pas comment ça allait virer le podcast au Québec. Et là, je vois de plus en plus d'initiatives. Les gens se lancent dans le podcast. Alors, ça me fait plaisir d'animer ce podcast balado pour le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Alors, on a des partenaires à remercier avant de débuter parce qu'on a quand même un programme assez costaud. Hydro-Québec, Gouvernement du Québec, Banque nationale, Canada Steamship Lines également sont nos partenaires. L'Ordre des CPA, Cascade, Evol, Concertation Montréal, Futurpreneur, Groupe 3737, Air Canada, Comité de la relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, InfoBref et Uber sont nos partenaires. On a aussi des invités et des invités très de marque. On a Marie-Hélène Durivage de MAE, directrice des solutions d'affaires et agilité organisationnelle à la financière des professionnels. Véronique Pro, PDG des manufacturiers et exportateurs, également vice-présidente principale politique et affaires publiques pour la maison mère Manufacturiers Exportateurs Canada. Et Patrick Vigeant, également fondateur et architecte de solutions chez Witifi. Bonjour à les trois invités. Bonjour, Pierre. Je suis content de vous avoir ici parce que là, on va faire le tour. On a des sujets 2030, ça va arriver très vite. Le Québec de demain, comment on se prépare. On va avoir des blocs, on va avoir la blockchain, le Web 3.0, des outils au quotidien pour les jeunes gens d'affaires. On va parler d'accélération numérique des jeunes entreprises et également mieux travailler pour un Québec prospère, la productivité, nos exportations. Donc, tout ça, ça va être des sujets qu'on va aborder. En premier lieu, on va jaser avec Marie-Hélène Durivage Mahé. La blockchain dans le quotidien, tu travailles beaucoup avec ces applications-là, mais concrètement, là, simplifier le concept de la blockchain pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi. On part de où? Blockchain 101. Effectivement, on entend parler de blocs, on entend parler de proof of work, proof of stake. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la blockchain? À moins que vous aviez vécu sous une roche dans ces dernières années-là, là, vous avez sans doute entendu parler de la blockchain de façon indirecte. Donc, en fond, la blockchain, c'est la technologie qui gère, entre autres, les crypto-monnaies comme la Bitcoin et l'Ethereum. La blockchain, c'est une technologie qui est en plein essor. On investit là-dedans aussi, mais qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ça répond à, dans le fond, un problème qui était celui de la confiance. En ce moment, là, Ouais. je vous le dis, là, Pierre, là, on va parler un petit peu de ce moment. En ce moment, ce qu'on a, là, c'est un système qu'on dit sans réaliser. Donc, vous ne le savez pas encore, mais vous allez vraiment aimer ma chronique sur la blockchain. Vous allez vouloir me donner un montant d'argent. Vous allez dire, j'ai tout de rémunérer. Merci à l'avance. En ce moment, ben, vous devez avoir un compte de banque. Je dois avoir un compte de banque pour qu'on puisse échanger notre argent. Et la banque vient vraiment régir tout ça, faire des ordres de virement, s'assurer que vous avez l'argent pour nous tout ça. Donc, c'est un système qu'on appelle centralisé où la banque, elle est vraiment l'intermédiaire entre vous. Au centre, là, ouais, c'est ça. Au centre, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance. Donc, c'est elle qui va faire ça. Et la blockchain est un peu née de ce questionnement-là, la confiance. Dans le sens, le constat, c'est que dans ces échanges-là, c'est des échanges humains aussi, est-ce qu'on peut avoir pleinement confiance en un système?
Exemple, une entreprise peut falsifier ses comptes, un gouvernement peut truquer ses élections, une banque peut abuser de ses clients. Donc, la blockchain nous permettait un petit peu de stocker des informations, puis d'avoir vraiment une transparence qui garantit une authenticité aussi. Donc, c'est de là qu'est né un petit peu ce principe-là de blockchain qu'on a voulu amener de l'avant. Donc, je suppose, Pierre, que tu veux que je peaufine un peu ce que c'est. Oui, bien, le concept, ça vient d'où? C'est quand même révolutionnaire, on en entend parler. La crypto est là-dessus beaucoup, la blockchain. Puis là, ben, dans l'application du concret, parce que dans le quotidien, la blockchain, éventuellement, va arriver et va nous permettre de suivre des produits, suivre des chaînes de transformation. On s'en va là aussi. Effectivement. Il faut savoir que la première blockchain est née vraiment à peu près dans les années 2009 avec l'arrivée de la crypto-monnaie Bitcoin. Je pense que c'est un groupe de personnes qui avait un pseudo qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui, grâce à ces travaux-là, a mis vraiment la blockchain de l'avant, qu'on a vraiment pu voir tout le potentiel de ça, mais effectivement, ce que ça peut faire, c'est quand même relativement large et diversifié. On parle vraiment de différentes façons de gérer tout ça, de retombées qui peuvent être vraiment intéressantes, mais les avantages de s'intéresser à cette blockchain-là, c'est que ça peut toucher de nombreux secteurs d'activité. Ça peut être la finance, l'énergie, la santé, le commerce, la logistique, l'immobilier, le droit, bref, ça touche à beaucoup de choses, et ce que ça permet, c'est des gains d'efficacité. On parlait des chaînes, justement, des chaînes de montage ou des chaînes d'approvisionnement aussi, et ce que ça amène aussi, c'est une traçabilité, puis aussi une réduction des coûts pour ceux et celles qui pourraient l'utiliser. Oui, il y a des avantages aussi, là. Mettons, on va parler de Louis Vuitton. On va parler de Louis Vuitton. Là, on vend des sacs à main à 10 000, 15 000 $, 20 000 $. Il y a un problème dans les produits de luxe, on le sait, le faux. Hein? On reproduit des faux. Donc, Louis Vuitton pourrait, à la limite, émettre un NFT, un non-fungible token, un jeton numérique lié au produit que tu as acheté chez Louis Vuitton. Et quand tu le revends, c'est un certificat d'authenticité qui permet d'identifier le lien entre le produit à 10 000 ou 15 000 $ et ton certificat numérique. Et ça permet de contrecarrer les effets, notamment les pirates, là, les faux. Tout à fait, les contrefaçons, dans le fond, ça pourrait vraiment aider à ça. Ça pourrait être même des chaînes de montage, admettons, on construit des avions, puis on construit des pièces, puis on pourrait vraiment, grâce à la blockchain, suivre un petit peu ce lot de pièces-là. Et puis, j'essaie juste de voir qu'il y a un problème avec mon micro. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait vraiment suivre de près ces pièces-là. Puis si jamais il y a un défaut dans une de ces pièces-là, bien, automatiquement, on pourrait rapatrier ces lots-là, Ouais. et suivrait, puis on pourrait savoir où ils sont allés, dans quel pays, puis quel avion détiennent cette pièce-là. Donc, on a vraiment un gain en efficacité au lieu de retrouver ça, puis qu'il y ait un humain derrière ça qui cherche, puis qu'on regarde. Ça se fait automatiquement, et ça, c'est un gain qui est très intéressant pour les gens. La santé aussi, les applications dans la santé, on le voit. Oui, effectivement. Il y a une entreprise en France qui s'appelle Galéon. Eux ont vraiment misé sur la blockchain. Dans le fond, ce qu'ils font, grosso modo, c'est que les patients sont vraiment des utilisateurs d'une blockchain et puissent plus donner leurs informations personnelles sur leur âge, leur état de santé, les médicaments qu'ils prennent. Et ce que ça fait, dans le fond, grosso modo, c'est que toutes ces données-là sont disponibles aux chercheurs. Donc, les chercheurs peuvent utiliser les données qui sont anonymisées, bien entendu, mais qui ont un lot intéressant pour pouvoir faire des recherches. Donc, c'est plus facile pour les chercheurs, moins cher aussi, mais aussi pour le patient, ou pour la personne, il peut être rémunéré justement en crypto-monnaie aussi. Donc, tout le monde y gagne à ce moment-là. Encore là, en efficacité aussi. Donc, on aide les chercheurs dans leurs recherches, mais on rémunère les gens qui y participent. D'autres applications dans le quotidien que les gens pourraient utiliser éventuellement, la blockchain va pouvoir peut-être amener retraçabilité des aliments, les gens qui sont allergiques à certains aliments.
des lots? C'est un bon point. Je sais que Walmart avait déjà commencé à utiliser la blockchain pour retracer justement ses chaînes d'aliments. Donc, savoir quel aliment allait où exactement. Donc, c'est sûr que Walmart utilise ça aussi. C'est sûr qu'on a d'autres entreprises aussi où ce qu'on peut utiliser plus ce qu'on appelle les contrats intelligents. Donc, Ouais, ça, c'était les smart contracts. Ça, je pense que si on parle de blockchain, faut voir vraiment le gain au niveau des contrats intelligents. Je pense que ce que ça fait, je vous donne un exemple, vous êtes une compagnie d'assurance, assurance voyage. Donc, dans le contrat intelligent, de la façon dont c'est fait, c'est que ça lie un petit peu l'informatique, le code, si vous voulez, et la blockchain, ce qui fait que, admettons, dans la police d'assurance, si votre vol arrive 2 heures et plus en retard, vous avez une rémunération ou une compensation. Automatique. Automatique. Donc là, ça évite... Pour le monde de l'assurance, c'est merveilleux. Là. Bien, ça, c'est sûr que c'est merveilleux dans le sens où ce que ça fait, vous, comme client, bien, automatiquement, vous avez un retour dans l'immédiat et ça enlève les tiers. Donc, ça enlève le temps que vous avez à appeler pour avoir la rémunération pour que ça vous arrive 3 semaines plus tard. Des réclamations officielles par fax encore. Effectivement. Donc, ça peut être ça peut être les loyers aussi qui pourraient être mis sur des contrats intelligents. Sur ces aspects-là, c'est intelligent, c'est vraiment intelligent, effectivement, il faut le dire, et très intéressant pour les entreprises. Et il y a aussi toutes les chaînes, justement, comme je disais, d'approvisionnement aussi, où ça peut être extrêmement intéressant aussi. Il y a tout aussi la gestion de l'identité numérique aussi qui peut être vraiment intelligente. Ouais, là, on touche à de quoi de... L'identité numérique, on voit la Chine est vraiment en avance. L'identité numérique avec l'œil, notamment avec les codes QR. Ici, c'est encore... les gens sont... En tout cas, on le voit, le gouvernement du Québec veut peut-être aller là, mais on le sent qu'il y a il y a des réfractaires. Il y a des gens encore... Hein? C'est normal. C'est que là, on est en train d'ébranler l'établissement un peu. Là, on est en train de dire tout ce qui est centralisé, on veut mettre un petit peu un coup de pied là-dedans puis dire, ben nous, on préfère décentraliser. Parce que la blockchain, c'est un peu ça. C'est comme je vous l'expliquais dans mon exemple en début, c'est qu'on a vraiment un tiers de confiance entre vous et moi, tandis que la blockchain fait en sorte qu'on a plusieurs individus pour venir valider soit les contrats, soit les transactions. Quand je parle d'individus, c'est une grande chose. On parle c'est des ordinateurs, ouais, exact. qui roulent 24 heures sur 24 et qui vont vraiment... Et c'est de cette façon qu'on rémunère les mineurs de Bitcoin, là, c'est en utilisant leur énergie de leur ordinateur. Voilà, ben c'est ça. Puis c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu vraiment un appât du gain dans ces dernières années parce que les gens sont rémunérés en Bitcoin. Donc maintenant, au début, on avait vraiment le commun des mortels qui pouvait avoir quelques ordinateurs chez eux. Maintenant, on parle de ce qu'ils appellent les fermes de minage. Oui, ben j'ai vu des coopératives aussi apparaître de plus en plus. Donc, on se met des mineurs tous ensemble et on devient beaucoup plus, comme on dit, influent. Là. Et ça fait en sorte qu'on peut aussi, au niveau écologique, parce qu'il y a toute l'empreinte carbone, si on produit de l'électricité à partir du charbon ou du pétrole lourd, ça devient très contraignant pour l'écologie, l'environnement, alors que là, on voit de plus en plus cette réalité-là aussi arriver, des fermes de minage effectivement, qui ont quand même un vertes. Bien, c'est ça, parce qu'au départ, ça avait quand même un incident vraiment notable sur l'environnement. Là, on s'entend, des fois, on parlait là, l'équivalent de 4 usines chimiques qui roulent à année longue ou l'équivalent de ce que pouvait dépenser en énergie l'Irlande, ne serait-ce que pour toutes ces crypto-monnaies-là. Donc, ça devenait quand même un enjeu. Il y a des nouveautés qui font en sorte en ce moment qu'on est un petit peu plus sur une énergie qui devient un peu plus verte, une façon de valider aussi ces transactions-là qui sont moins énergivores. moins énergivores. Exactement. Donc, pour le Québec, si on se projette, là, tu nous as parlé de plein de façons là, d'aller peut-être court-circuiter des intermédiaires, donc de faciliter la vie au jour le jour pour les consommateurs, pour les entreprises aussi. Éventuellement, il va signer des ententes, des smart contracts. On va pouvoir voir arriver des nouveaux joueurs. Bien, on le voit de plus en plus. La blockchain commence à être de plus en plus disponible aux gens. C'est-à-dire qu'on a souvent ce qu'on appelle un petit peu dans le domaine informatique, blockchain as a service, comme on l'a pour le cloud. C'est-à-dire qu'on le rend disponible aux gens aussi. Donc, les gens vont pouvoir commencer justement à se pencher sur qu'est-ce que je veux faire avec la blockchain aussi, puis comment je veux la mettre en place. Et ce qui est bien au Québec, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à avoir cette intelligence d'affaires
experts-là et cette expertise-là à l'interne. On pense à Catalaxy, qui est une filiale de Raymond Chabot de Grant Thornton aussi, qui regroupe ces experts-là justement dans l'analyse des données cryptographiques, la blockchain, la tokenisation. Il y a Hydralab, je crois, qui sont situés à Québec, qui développent des solutions blockchain pour Donc, les on entreprises. commence à voir les joueurs se positionner. Effectivement. Donc, les gens, c'est sûr qu'en ce moment, je pense que la grande question qu'il faut se poser, puis tu sais, on l'a vu ici, des technologies, il y en a. On parle du cloud, on parle L'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'est vraiment des technologies qui vont nous amener encore plus loin. Mais la question à se poser, c'est dans où on investit dans tout ça aussi. Pour les jeunes entrepreneurs, à un moment donné, c'est le fear of missing out. Tu as plein d'options. Puis là, tu dis, ben, si je me pitche dans tout, je vais tout manquer. Ou si je prends la bonne voie, Ouais. ben, on va réussir. Effectivement. Tu sais, c'est sûr que si on regarde juste ça en termes de blockchain, ce que ça apporte, outre la rapidité et le fait que ce soit vraiment décentralisé, donc on coupe peut-être sur des coûts en termes de tierces parties, il y a tout un volet de sécurité, là. Ça, c'est hyper important. Puis on en a parlé plus tôt dans une des conférences. En ce moment, là, c'est à peu près là, une entreprise sur 5, une PME sur 5 là, qui est attaquée là, au Québec. Ah, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau. Puis la blockchain, de par sa création, de par ce qu'elle est, de par le fait que c'est vraiment de la mathématique très, très, très complexe, on coupe vraiment cette problématique-là aussi de cyberattaque. Donc, on se protège un petit peu mieux là-dessus. Donc, c'est vraiment un aspect aussi qu'il faut commencer à regarder chez les gens qui l'utilisent. Oui, parce que la blockchain, là, on voit les cryptos, on voit les gouvernements être très agressifs. Les Américains ne semblent pas vouloir aller du côté des cryptos. Les Français semblent vouloir démontrer une ouverture, les Anglais aussi. Et nos gouvernements ici, on est vraiment en attente. On regarde un peu ce qui se passe. Et toi, ce que tu vois pour les cryptos par rapport à la blockchain, c'est quoi ta position? Et là, il y en a qui vont peut-être pas m'aimer. Moi, j'ai tendance à dire la crypto va mourir, la blockchain va rester. La technologie derrière les bitcoins, l'Ethereum, c'est hyper intéressant et ça peut nous amener encore plus loin. Moi, je vois celle-là comme vraiment comme une technologie de l'avenir. Pour la crypto, c'est extrêmement volatile. Il faut comprendre. Mais c'est pas encadré encore. C'est pas Donc, encadré. on va voir si les autorités réglementaires vont vouloir encadrer. Les législateurs sont là-dessus. Est-ce qu'on va les laisser aussi, les gens? Parce que le but d'avoir une crypto, c'est d'être anonyme. Effectivement. Donc là, si on n'est plus anonyme, donc il n'y a plus le petit côté. Puis c'est qu'en ce moment, la problématique avec la crypto, c'est que malheureusement, ça dessert aussi des criminels. Donc les gens qui font des cyberattaques, de l'hameçonnage, ce que ça fait, c'est que paye-moi, mais paye-moi en Bitcoin aussi, parce qu'effectivement, on a cet anonymat-là. Donc là-dessus, malheureusement, la crypto donne un peu une mauvaise presse à la blockchain. Mais moi, je défends la blockchain. Voilà. Patrick Vigeant, Véronique Proulx, avez-vous des positions sur la blockchain? Patrick? Moi, je suis du même avis en réalité que Marie-Hélène. Je pense que la technologie derrière est vraiment bonne. Lorsqu'on parle de la crypto, mon seul aspect, c'est de se dire que ça va rester tant que le monde y croit, parce que c'est vraiment un outil spéculatif. Alors, c'est un peu comme une croyance, une religion. Il y a des adeptes vraiment totalement impliqués dans la crypto. Puis ceux qui font là-dedans, ils vont la faire vivre. Mais le jour où tout le monde part, comme la Silicon Valley Bank, ben soudainement, c'est le run-off, puis ça crache. Un bank run, oui. Exact. Donc, c'est votre position. Véronique Proulx, sur la blockchain, les manufacturiers, les exportateurs. Oui, bien écoutez, je vous dirais que la blockchain, je ne sais pas tant rendu au niveau du secteur manufacturier et des exportations. Oui, certains entrepreneurs nous en parlent, mais c'est très loin d'être dans les priorités ou dans les enjeux qu'ils considèrent pour les prochaines années. Et je reviendrai un petit peu plus tard, mais il y a tellement de défis actuellement pour le secteur manufacturier que souvent, les choses qui sont émergentes arrivent un peu plus tard chez nous dans notre secteur. Voilà, merci beaucoup. On passe au deuxième volet, deuxième sujet, accélération numérique des jeunes entreprises au Québec. Patrick Vigeant, comment on peut voir le constat actuel au niveau numérique, l'accélération numérique au Québec? Est-ce qu'on est en retard? Quel constat tu fais? Le constat simplifié, c'est qu'on est mieux qu'il y a 10 ans, puis clairement pas assez par rapport à dans un autre 10 ans.
Le Québec, c'est vraiment outillé en termes de à coût de subventions, à coût d'éducation, tout ça, mais on voit encore beaucoup de PME dans des milieux traditionnels avoir de la difficulté à la transformation. Puis le gros point, c'est pas les fournisseurs, c'est pas la technologie derrière, c'est l'humain qui fait les décisions. Alors, si je pouvais vraiment simplifier ça, le concept de changement organisationnel qui vient derrière toute la technologie, c'est ce qui fait le monde de différence pour passer à la prochaine étape. Ouais, il y a un coût à retarder l'accélération numérique des entreprises. Exemple, pendant la COVID, on l'a vu, là, les entreprises qui n'étaient pas en ligne, qui avaient retardé, ont dû soit rattraper, pédaler, rétro-pédaler ou manquer le bateau carrément. Donc, il y a un coût à ça. Bien, comme tu dis, moi, j'aurais deux gros coûts. Premier coût, c'est le coût direct, ton efficacité, tout simplement le temps investi, le manque de productivité, etc. Puis l'autre coût, c'est le coût d'opportunité compétitif. Ce que ça veut dire, c'est que les autres entreprises qui s'équipent de portails clients, qui s'équipent de technologies avancées, qui se rendent plus efficaces, sont beaucoup plus compétitifs, tout simplement parce qu'ils desservent mieux leurs clients à des meilleurs prix ou avec plus de valeur ajoutée. Donc, si tu attends 4-5 ans, bien, soudainement, rattraper le bateau lorsque ta clientèle est partie de l'autre côté, ça devient difficile. Oui, effectivement. Intelligence artificielle, automatisation, est-ce que ça peut être mis à profit, ça, pour améliorer l'efficacité de nos entreprises? Réponse simple, oui. Réponse un peu plus nuancée, comme on dit. L'intelligence artificielle, je vais être bien honnête, je l'utilise de façon parcimonieuse. La raison étant que pour certains, ça peut être aussi simple qu'un algorithme choisi entre choix A, choix B selon 2-3 paramètres, alors que l'intelligence artificielle peut aller, comme on le voit avec les chats GPT-4 de nos jours, à des modèles de machine learning super avancés. Alors, selon moi, c'est surtout savoir s'adapter à son modèle de maturité, puis mettre, comme on dit justement, les bœufs avant la charrue, dans le sens que si on y va avec le modèle d'intelligence artificielle super avancé, ça peut nous prendre 3-4 ans bien l'intégrer, alors que des simples outils, par exemple, de système de gestion, d'automatisation, auraient pu 100% de faire avancer à ton objectif désiré. Donc, je pense qu'ils ont 100% leur place, mais c'est un objectif de priorisation, puis au final, d'implantation. On en parle beaucoup là, de l'intelligence artificielle. C'est à la mode. Il y a quelques mois, c'était même pas un débat. En quelques mois, c'est devenu, même que là, il y a des chercheurs qui prennent position. Elon Musk sort avec des grands noms, des top guns de l'intelligence artificielle qui disent « Attention, ça va trop vite. » Selon toi, est-ce que ça va trop vite ou est-ce qu'on doit être prudent dans tout ce développement-là? On sait que ça sert les intérêts de capitalistes. Là, certains, on regarde ChatGPT, veut aller à la bourse. C'est OpenAI, là, ceux qui, à l'origine de cette technologie-là, veulent aller à la bourse. Microsoft ont mis 10 milliards ou à peu près dans cette entreprise-là. Donc, on veut faire un coup d'éclat aussi. Mais là, si on va trop vite puis on fait peur à tout le monde, c'est ta vision de ça? Oui, donc tu as tout à fait raison. Selon moi, c'est difficile. J'avais la même réflexion, c'est drôle, ce matin dans l'auto. Je conduisais puis je me disais, est-ce qu'on peut vraiment mettre sur pause pendant 6 mois le développement de la recherche à ce niveau-là? Est-ce qu'on va soit arrêter de payer ou continuer à engager des gens qui ne font, entre guillemets, plus leur objectif principal de recherche pendant 6 mois? Pratiquement parlant, c'est non. Mais ce que je trouve qui est important et qui est soulevé, c'est qu'il doit y avoir plus d'encadrement, il doit y avoir de la gouvernance, il doit y avoir des commissions d'éthique et de réflexion qui doivent porter le chapeau justement de responsabilité et comprendre les implications. Donc, je pense plus que c'est accélérer les mécanismes d'encadrement autour de l'intelligence artificielle que de tant ralentir la recherche en soi. Oui, parce que là, nous, on peut essayer de se ralentir, Nord-Américains, Canadiens, mais il y a d'autres pays. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Asie, donc il y a des compétiteurs directs de nos entreprises. Donc, si on veut bien jouer moralement les bons boy scouts, comme on dit, mais on peut se faire jouer un tour dans le détour. Exact, parce que si les autres, justement, comme, bon, peu importe, nation, groupe, prennent un avantage, on devient pertinent. C'est eux qui vont récolter le capital, qui vont augmenter la recherche. Je pense qu'il y a un équilibre, tout ça. Lorsqu'on fait de la recherche, mais qu'on reste éthique, on est un acteur positif dans la société. Chez Witify, c'est des débats que vous avez avec vos clients actuellement, l'intelligence artificielle et tout ce, oui, le numérique, quelque chose, là, mais d'intégrer tout ça dans des solutions. C'est vraiment intéressant que tu en parles, vu que sans spoiler des projets qui s'en viennent, qui vont bientôt se déclencher, ça fait longtemps qu'on travaille sur des projets axés sur la génération de code, l'accélération. Je donne un exemple plus technique, mais dans les derniers temps, il y a un outil qui s'appelle Copilot, fait justement par Microsoft, qui permet d'aider au développement. Ce qu'on a réalisé, c'est que
pour des développeurs seniors dans l'entreprise, des ingénieurs, c'est bon de l'utiliser parce qu'on vient assister l'humain avec des outils qu'il a le contrôle. Donc, il peut voir les subtilités, les failles, les forces, tandis que si on donne à des développeurs plus juniors, intermédiaires, parfois, ils vont trop faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, c'est un outil, mais encore une fois, qu'on donne aux bonnes personnes et qu'on doit encadrer et former. Ouais, on l'a vu chez Facebook, on avait développé 2 types d'intelligence artificielle qui se parlaient, mais qui avaient développé leur propre code et que les humains, les gens de chez Facebook ne comprenaient plus. Donc là, on a dit, non, on arrête tout, là c'est trop compliqué. Mais là, c'est ça aussi, hein, c'est que si ça va trop vite, on peut avoir une intelligence artificielle qui va parler à une autre intelligence et qui vont se parler un code que nous, on n'est pas capable de décoder. Là, on peut l'échapper. Puis, moi, ce que je trouve toujours drôle de cet exemple-là, c'est que tu as tout à fait raison, mais on se demande à la fin s'il fait juste parler de peanut butter and jelly. Oui. Tu sais, on ne sait pas si c'était vraiment. On ne sait pas quelque comment chose ça de peut compliqué déraper non ou plus. des chiffres. Exact. Alors, j'ai l'impression que ce qui fait peur, puis je pense que c'est dans beaucoup d'industries où il y a de l'innovation, c'est l'incertitude. Alors, lorsque de l'incertitude, on a tendance, et peut-être à raison, peut-être à tort, de se faire les pires scénarios dans notre tête. Je pense qu'il faut être prêt, mais je pense aussi qu'il faut garder un pragmatisme puis voir là où ça peut apporter des bénéfices sans toute l'incertitude, sans tous les risques qui vont avec. Là. Selon toi, là, au Québec, y a-t-il des secteurs d'activité où on aurait justement besoin d'accélérer le numérique? On l'a vu, le gouvernement du Québec a fait quand même des campagnes, on a essayé d'aller vers nos détaillants. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, là, on se dit vraiment, il faudrait travailler fort? Je trouve que beaucoup de métiers où justement c'est des emplois sur le terrain, donc dans la construction, par exemple, la plomberie, l'électricité, c'est plus difficile parce que sur le terrain, la réalité, c'est que tu es engagé dans ton métier, tu n'as pas le temps d'être devant un ordi, alors juste faire adopter ça, la fameuse adoption des humains, c'est super difficile. Mais pratiquement parlant de notre expérience, toutes les PME, en réalité, ont besoin de cet accompagnement-là parce que certaines PME, dépendant des leaders, des gens derrière, ont une culture d'innovation, une culture de maturité technologique. Alors, le point, c'est plutôt de se dire, à chacune de mes étapes de ma croissance, est-ce que je peux rétroactivement faire le point sur ma situation numérique, puis surtout proactivement anticiper mes besoins à venir? 2030, c'est à la porte, là. Les éléments à garder en tête pour nos entreprises québécoises pour qu'elles demeurent compétitives, locales, mais à l'échelle de plus en plus globale? Moi, je pense qu'il y a un énorme point sur tout simplement s'équiper. Ça fait un peu de redondance là-dessus, mais créer une culture qui accepte le numérique. Alors, c'est bien beau si on veut avoir les outils, investir l'argent dedans, mais créer des gens qui sont prêts à proactivement chercher des initiatives, à proposer des choses, à venir toucher, créer des gens au final débrouillards numériquement. C'est ça vraiment l'objectif. Dans les entreprises? Dans les entreprises comme culture d'entreprise. OK. Donc, c'est vraiment un message aux dirigeants des PME. Prenez des initiatives, contactez du monde, faites vos recherches, éduquez-vous, puis l'outil va venir, mais ça commence tout d'abord par votre attitude par rapport à ça. Ouais. Y a-t-il des risques ou des avantages d'accélérer un virage numérique pour des entreprises? On ne va pas se le mentir, un virage numérique, c'est quand même quelque chose de substantiel. C'est un côté autant financier, temporel, opérationnel, puis de HR. Donc, moi, ce que je dirais, c'est lorsque vous faites un projet, généralement, il y a 2 grandes avenues, puis je ne sais pas si on en discutera, mais vraiment, souvent, c'est bon plus sur du sur-mesure ou il y a encore des logiciels préfaits. Chacun ses avantages, désavantages, mais le point, c'est qu'il faut avoir un partenaire qui n'est pas juste là pour tenter de mettre un logiciel décent, mais vraiment pour accompagner. Alors, des fois, c'est un partenaire qui est indépendant de la personne qui implémente. Des fois, c'est le même, mais il faut que tu puisses prévoir des échéanciers, avoir de la gestion de projet, préparer ton équipe, puis finalement, vraiment garder un suivi assidu. Je vois beaucoup d'entreprises qui disent « Hey, c'est un projet d'1 an, on délaisse tout, on oublie, on se retrouve dans 1 an ». Comme un projet de construction, c'est facile de déraper si on ne garde pas le contrôle là-dessus. Oui, et puis il y a des coûts importants aussi. Coûts importants, puis tout à fait coûts importants. Là. Pénurie de travailleurs dans le domaine numérique, ça aussi, ça fait mal. C'est un domaine vraiment pas évident. Moi, je pense que de ce côté-là, puis on en parlait économiquement, le fait qu'il y a de l'immigration étrangère, je pense que de plus en plus, avec la technologie, on a un endroit qui est attirant, le Canada, le Québec. Alors, je pense qu'aller non pas seulement recruter ici,
mais créer un bassin de talent qui veut venir à Montréal, au Québec, au Canada, c'est super important. Puis ça passe par être innovant dans la technologie, puis créer justement des conditions qui sont attirantes pour ces gens-là. Les missions économiques, ça passe par les missions économiques notamment, là, d'être proactif à l'étranger, y aller souvent, démarrer des dialogues avec des pays, surtout qui veulent venir, les travailleurs veulent venir ici. C'est important de créer des réseaux étrangers, puis aussi, à un certain point, il y a quand même des politiques qui doivent être mis en place pour supporter ça, puis faciliter l'accès à ce bassin-là de talent. Merci beaucoup, Patrick. Très intéressant. Véronique, du côté des exportateurs manufacturiers, la numérisation est importante aussi, j'imagine, le virage numérique. Absolument. Alors, ça fait plusieurs années qu'on parle de l'importance pour les manufacturiers de prendre le virage numérique, d'investir pour s'automatiser, se robotiser, parce qu'on a un retard de productivité important au Québec lorsqu'on se compare aux autres provinces canadiennes, mais aussi aux principaux pays de l'OCDE. Et malheureusement, ce qu'on voit au fil des années, c'est que l'écart se creuse de plus en plus. Et je voudrais qu'il se creuse par rapport à nos concurrents qui sont dans d'autres pays. Il y a vraiment un clivage au Québec entre la grande entreprise qui, elle, investit année après année pour s'automatiser, se robotiser et se numériser, et la PME qu'on retrouve un peu partout à travers le Québec. Voilà, Marie-Hélène, dans la financière des professionnels, tu travailles dans le monde financier. Eh oui, puis dans le monde financier, on est toujours à l'avant-garde aussi, mais je pense que Vincent t'a dit quelque chose qui, moi, est venu chercher au plus profond de mon cœur, c'est la culture. Des fois, on dirait que dans les entreprises, puis je ne parle pas nécessairement de la mienne, mais on a tendance à dire c'est plus un trip, on n'investit pas là-dedans, puis c'est ça le mur, des fois, qu'on peut frapper aussi quand on ne se met pas à regarder l'importance de la technologie, de l'innovation aussi, pour faire grandir une entreprise aussi. Et malheureusement, dans mon parcours professionnel, moi, j'ai beaucoup vu aussi. Tu as vu ça? Oui, de dire, ben moi, c'est pas mon domaine, donc je verrai ça plus tard. Et le plus tard, malheureusement, il est trop tard. On perd des clients, la culture client décline, les gens partent aussi. Puis malheureusement, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir pris déjà les devants. Puis malheureusement, il y a des entreprises comme ça qui perdent au change. Donc oui, bon point, Vincent. Donc, le numérique, très important dans les prochaines années. On va passer au troisième volet de ce balado, mieux travailler pour un Québec prospère. Véronique Proulx, comment on voit ça au niveau des manufacturiers exportateurs? La prospérité passe aussi par la productivité, j'imagine. Absolument, absolument, c'est très bien dit. Puis écoutez, aujourd'hui, j'étais dans une rencontre, ça a été une rencontre sur la productivité toute la journée. Là, j'en ai eu 3, vous êtes la troisième aujourd'hui. Les données qu'on voyait ce matin, on nous montrait que la courbe démographique au Québec, en fait, à travers le monde, va vraiment commencer à décliner. Donc, le seul territoire où la population va continuer à croître, c'est en Afrique, mais globalement, au net, la population va décliner. Donc, la prospérité va venir pas tant par l'augmentation de la population et donc l'augmentation de nos ventes, de la production, mais vraiment par une amélioration de la productivité, notre capacité à produire davantage avec moins d'effectifs. Alors, la prospérité va vraiment passer par l'augmentation de notre productivité et donc l'intégration de nouvelles technologies. Oui, il y a une nouvelle technologie, il y a des mesures qui peuvent être prises, être mises en place. Parce que nos manufacturiers, on le voit, pénurie de travailleurs, ça fait en sorte que là, il faut être innovant. La robotisation, ça aussi, c'est un enjeu pour les manufacturiers. Absolument. Alors, il y a tout l'aspect de la digitalisation dont on parlait, et ensuite on parle d'automatisation, robotisation. Depuis plusieurs années, on parle beaucoup d'industrie 4.0 pour désigner l'ensemble de l'œuvre, mais dans les faits, très peu d'entreprises sont là. Donc, je le mentionnais tout juste avant, les grandes entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale vont être portées à investir beaucoup plus parce qu'elles voient leurs concurrents à l'étranger, elles veulent maintenir des parts de marché ou augmenter leurs parts de marché. Ouais. Donc, elles ont des plans d'investissement robustes. Et souvent, ce sont des entreprises qui font de la production de volume de masse. Donc, le retour sur investissement d'implanter un ou plusieurs robots est beaucoup plus intéressant. Quand on arrive dans la petite ou moyenne entreprise, les défis sont nombreux. Premièrement, on fait souvent des petits lots avec une grande variété de produits. Donc, on ne peut pas juste installer un robot et ça règle tous nos problèmes. C'est beaucoup plus complexe. Et deuxièmement, le retour sur investissement n'est pas toujours clair pour la PME. Et il y a le troisième segment, c'est tout le volet des ressources. Donc, le chef d'entreprise qui gère 100, 150, 200 employés, il y a plusieurs responsabilités. Puis là, tu lui dis, ben écoute, faut que tu t'automatises, tu te robotises. Ben, je commence par où? Je trouve où la technologie? Toute la question du développement des compétences. Donc, il y a vraiment un enjeu spécifique. Et juste pour nous situer au Québec, on a 13 000 entreprises manufacturières. Il y en a plus ou moins 1000 qui ont plus de 100 employés. Donc, 12 000 manufacturiers ont moins de 100 employés et c'est vraiment là où on a un défi important
au niveau de la productivité. Est-ce que il y a de plus en plus de manufacturiers où c'est très difficile pour eux actuellement dans le contexte après COVID, dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement ont été maganées, comme on dit, là, disloquées, et là, on est dans un retour progressif. On le voit, les gros produits comme les voitures, on commence à avoir des voitures dans les cours des concessionnaires, tout ça. Euh, L'état des troupes des manufacturiers exportateurs au Québec, et si on avait à faire une espèce de bilan là, 2023 par rapport à avant COVID, est-ce qu'on est mieux? On est comment est le patient? Je dirais que le patient se porte relativement bien, puis je m'explique. En termes d'emploi, on est revenu au niveau pré-pandémie. OK. Donc, plus ou moins 485 000 travailleurs dans le secteur manufacturier. L'année 2022 a été une année record depuis 20 ans en termes de dollars d'exportation. Pourquoi? Mais c'est sûr qu'il y a eu l'inflation, donc nos exportations ont été gonflées beaucoup par l'augmentation des prix et donc des dollars en termes d'exportation. Mais donc, la demande internationale est très forte. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a eu toute la question des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement depuis Ouais. 3 ans qui ont vraiment mis beaucoup de pression sur les manufacturiers. La pénurie de main-d'œuvre qui demeure le plus grand frein à la croissance des manufacturiers. On est rendu avec près de 26 000 postes vacants, 27 000 postes vacants dans notre secteur et ça touche les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Donc, oui, les entreprises se portent bien en termes d'emploi lorsqu'on regarde les ventes, mais il en demeure pas moins que plusieurs d'entre elles sont très fragilisées, sont sous pression. Il y a l'inflation aussi, les coûts de production, la matière première, les salaires, le transport ont explosé. Donc, il y a quand même une certaine précarité. Et quand on regarde le ralentissement qui potentiellement se pointe à nos portes, plusieurs entreprises hésitent ou sont craintives quant à faire des investissements parce qu'elles se disent, bon, on va attendre de voir comment ça se passe. Alors déjà qu'on a un retard de productivité important, le contexte actuel fait en sorte que beaucoup d'entreprises, malheureusement, hésitent avant d'aller de l'avant avec ces projets qui sont nécessaires. Oui, le dollar canadien aussi, la faiblesse du dollar, ça peut être à double tranchant dans la mesure où, oui, nos produits sont très attractifs pour les Américains, par exemple. Par contre, si tu veux t'équiper en dollars américains, ça te coûte plus cher. Hein? Donc, il y a des effets, là. Hein? Absolument, absolument. Mais j'ai envie de vous dire, on répète ça depuis 15, 20 ans, même probablement plus longtemps. Et dans les faits, là, c'est important d'investir pour s'automatiser, pour robotiser, être plus productif. Donc, quand il y a une variation de dollar américain, on est moins dépendant. Il ne faut pas que notre compétitivité repose uniquement sur la force ou non du dollar canadien. La productivité, parlons-en. Est-ce qu'on est productif assez au Québec? On avait eu un premier ministre, Lucien Bouchard, à l'époque, qui nous avait dit allez travailler, augmentez votre productivité. Puis là, les gens avaient été très, très fâchés de tout ça. Mais dans les faits, quand on regarde les chiffres bruts encore récemment, là, HEC, M. Robert Gagné qui nous apprenait ou qui nous disait que côté productivité, les Québécois ont peut-être du travail à faire. Est-ce que ça, vous le sentez auprès de vos membres? Bien, je voudrais juste d'un point de vue des données, là, parce qu'encore une fois, je les voyais ce matin, le nombre d'heures travaillées pour les Québécois est moins élevé que ceux des gens qui sont en Ontario, par exemple. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça plutôt. La longueur de la semaine de travail, le nombre d'heures qu'on fait à la base, ensuite il y a les congés de paternité, de maternité qui sont différents de ce qui se fait en Ontario, ailleurs au Canada. Fait qu'il y a le nombre d'heures à la base. Mais ensuite, quand on regarde le secteur de la fabrication, on constate qu'il y a encore un écart significatif avec l'Ontario. Et oui, on le constate quand on visite nos usines. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que les entreprises au Québec n'ont peut-être pas investi suffisamment. Il y a la taille des entreprises, il y a les secteurs d'activité dans lesquels on est. Donc, l'Ontario, le secteur automobile est très fort. On a du volume. Au Québec, c'est un peu différent. Il y a probablement le facteur aussi générationnel. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui approchent l'âge de la retraite, donc qui ne vont pas nécessairement investir de façon significative pour augmenter la productivité de leurs entreprises. Donc oui, on le constate sur le terrain. Nous, on le constate. Est-ce que les entreprises le constatent? Pas toujours. Pas toujours parce que je reviens encore une fois à mes 12 000 manufacturiers qui ont moins de 100 employés. Ce ne sont pas des entreprises qui sont très présentes à l'international et ne sont pas toujours conscientes du retard qu'elles ont pris au fil des années. Durant la COVID, on l'a vu, là, c'était aussi très stratégique ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a fermé des frontières. Donc, pour des manufacturiers qui exportent, les produits sortaient, mais il y avait un danger qu'on limite peut-être les productions au niveau des pays. Et c'était de dire, mais que ça reparte, mais que l'économie reparte, il ne faut pas être en retard. Il faut que les parts de marché restent ce qu'elles sont. Les Chinois prennent beaucoup aussi de parts de marché. Ça aussi, ça peut inquiéter les exportateurs, les manufacturiers, de voir qu'au niveau international, il y a des joueurs quand même présents. Il y a sans parler là,
de joueurs adverses, mais il y a de la compétition pareil. La compétition est très féroce. J'ai envie de dire qu'elle l'a toujours été. Elle l'a encore plus aujourd'hui. Puis ce qui s'ajoute aujourd'hui, c'est vraiment le risque géopolitique Ouais. que l'on n'avait pas tellement considéré dans le passé lorsqu'on exportait, mais de plus en plus c'est présent. Donc, on peut penser bien sûr à la guerre en Ukraine. On peut penser à différents conflits qui ont eu lieu à travers le monde. Puis la question de la crise climatique. Il y a eu des inondations qui sont venues affecter nos capacités à exporter, à avoir accès à des composantes ou aussi bien d'exporter dans certains marchés. Donc, le risque géopolitique est très présent et s'ajoute en fait aux enjeux qu'on avait déjà lorsqu'on considère l'international. Mais vous avez raison de dire que la concurrence est très féroce, notamment de l'Asie, et une raison de plus pour travailler sur notre productivité, pour pouvoir être plus compétitif lorsqu'on arrive sur les marchés internationaux. Est-ce que vous avez vu pendant la COVID ou là, actuellement, des manufacturiers qui faisaient faire une partie de leur production en Asie, rapatrier cette dite production plus près d'ici ou diversifier leur lieu pour essayer d'éviter d'être très dépendant peut-être d'une chaîne d'approvisionnement qui est loin? Absolument, parce que ce que la COVID nous a montré, c'est que nos chaînes d'approvisionnement étaient éclatées. On Ouais. s'approvisionne un peu partout dans le monde, puis on ne connaît pas toujours, en fait, la séquence. Parfois, on achète d'un distributeur qui achète d'un manufacturier qui achète. Donc, la chaîne de distribution peut être très longue. Et pour la PME, c'est pas toujours, on n'a pas toujours cette visibilité-là, mais on s'en est rendu compte avec la COVID, parce que tout d'un coup, on n'arrivait plus à avoir accès aux produits, aux composantes dont on avait besoin. Et en même temps, les délais de livraison ont explosé, tout comme les coûts. Alors, on a vu deux choses chez les manufacturiers. Certains d'entre eux, comme vous l'avez dit, ont cherché à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc, plutôt que d'avoir un fournisseur, on va chercher à en avoir 4 ou 5 pour s'assurer d'avoir les volumes nécessaires. Et ce qu'on a également constaté, c'est que certaines entreprises ont choisi de ramener ou de trouver des fournisseurs plutôt en Amérique du Nord Ouais. pour venir réduire la chaîne d'approvisionnement, augmenter la résilience. Donc, lorsque c'est plus près, on a plus de contrôle. Soit par la proximité, par les enjeux géopolitiques qui sont absents, peut-être moins présents. Alors, c'est certainement une des stratégies que les entreprises ont mises en place. Et la troisième, ça a été d'augmenter les stocks. Parce qu'on avait tellement de Les difficultés à entrepôts, avoir ouais. accès. Absolument, absolument. Mais ça a un coût. Ça a un coût, puis je vous dirais que ça ne règle pas le problème, parce que souvent, ce sont les grandes entreprises qui arrivent à sécuriser plus de volume, et ça vient débalancer encore davantage l'écosystème manufacturier. Les lignes de crédit aussi, ça affecte les lignes de crédit. Faut payer ce stock-là qui n'est pas vendu là aussi. Absolument, ça fait augmenter les coûts d'inventaire. Voilà. Ça change complètement le modèle d'affaires, absolument. Oui, on a vu aussi le protectionnisme aussi s'avancer là, dans l'équation. Les Américains ont commencé sous Trump. Biden en parle aussi, mais le protectionnisme va être aussi un enjeu dans les prochaines années pour nos exportateurs, nos manufacturiers. Absolument. Le protectionnisme est un enjeu depuis très longtemps. C'est sûr que l'administration Trump l'a mis en lumière, ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Les républicains, historiquement, n'étaient pas protectionnistes. C'était vraiment les démocrates qui l'étaient davantage. Alors, l'administration Trump a été très imprévisible, a mis en place beaucoup de mesures. On peut se rappeler la renégociation de l'ALENA qui a été très difficile, les tarifs sur l'acier, l'aluminium et plusieurs autres. Et le président Biden, on s'attendait à ce qu'il y ait de nouvelles mesures protectionnistes. C'est plus prévisible, mais néanmoins, il a fait plusieurs annonces depuis son arrivée. Il a renforcé le Buy North American, qui essentiellement touche tout ce qui est contrat public. Donc, il augmente le contenu américain dans les contrats publics. Donc, par exemple, le manufacturier qui est dans le secteur des matériaux de construction, qui va soumissionner sur des projets d'infrastructure aux États-Unis, pourrait être exclu si le volume total des achats du contracteur ne correspond pas aux règles du Buy North American, par exemple. Mais on voit également avec le Inflation Reduction Act, donc ça, c'est un panier de 350 milliards en termes de mesures fiscales, de programmes qui visent à attirer l'investissement, mais l'investissement vert aux États-Unis. Donc, on parle des véhicules électriques, on parle des technologies propres et autres. Donc, des entreprises comme Lion Électrique, par exemple, les autobus électriques, choisissent d'avoir une usine aux États-Unis. Sinon, ils ne peuvent pas faire affaire, ils ne peuvent pas vendre leurs produits et avoir accès au programme américain. Donc, ça pousse nos entreprises, finalement, à s'installer de l'autre côté de la frontière, à mettre en place des usines aux États-Unis plutôt que le faire ici au Québec. Le just-in-time aussi a été affecté pendant la COVID. Et ça, on en a parlé un peu. Ça a fait en sorte qu'on a dit on va commander davantage. Les gens commandaient, les manufacturiers notamment, commandaient des pièces d'avance. On ne savait pas trop si ça allait être vendu, donc on stockait. Est-ce que ça a changé, ça, le just-in-time? On nous dit que souvent, on va peut-être commander justement en just-in-time plus, où on va se stocker.
On est en retour progressif dans les manufacturiers, les exportateurs là-dessus? Ben, il y a vraiment un modèle, j'ai envie de dire un modèle hybride qui existe Oui, maintenant. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont revenus au just-in-time parce que c'est un modèle qui fonctionnait bien. Ils ont sécurisé leur chaîne d'approvisionnement. Puis je ne l'ai pas mentionné, mais les perturbations ont fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Mais pour la plupart des secteurs d'activité, c'est revenu à une certaine normalité. On arrive à avoir accès à nos produits dans des délais raisonnables, euh, effectivement. Mais d'autres ont choisi préfèrent garder quand même un certain volume d'entreposage de pièces et de composantes en entreposage au cas où ils en auraient besoin. Donc, les deux modèles sont en place maintenant. OK. Comment on travaille avec les Américains? Le président Biden est venu la semaine dernière à Ottawa, copain, main dans la main, mais il y a quand même des barrières aussi, même si on a un traité de libre-échange. Comment on travaille du côté des manufacturiers exportateurs avec les Américains pour justement essayer de rendre ça le plus lisse possible? Ben, les Américains ont toujours été protectionnistes, je le mentionnais, puis je voudrais que la semaine dernière, ce qui a été positif Oui, dans le discours du président Biden, c'est qu'il a parlé de l'interrelation de nos deux économies. Il a parlé de l'importance de travailler ensemble, qu'on était un allié stratégique pour les États-Unis. Et il a d'ailleurs fait référence à IBM Bromont, qui est la plus grande usine de microprocesseurs en Amérique du Nord, et l'importance de continuer à travailler ensemble. Donc, les Américains ne vont pas faire affaire avec nous parce qu'on est à côté et qu'on est sympathique. Ils vont faire affaire avec nous si on a un avantage compétitif qui leur sert, qui est utile pour eux. Alors, le gouvernement fédéral doit continuer, puis il le fait jusqu'à présent, il doit continuer dans le futur à mettre de l'avant quels sont ces secteurs stratégiques où on peut appuyer, aider les États-Unis. Alors, il y a les minéraux critiques, on parle du secteur des technologies propres, l'énergie renouvelable, il y a plusieurs secteurs où on peut, l'acier, l'aluminium, qui sont des secteurs également prioritaires pour les oui, États-Unis, oui. et où on a un apport où les États-Unis n'ont soit pas la capacité, soit pas les ressources pour être capables de produire ce que nous, on produit. Oui, puis les voitures électriques, on le voit, là, il se dessine quelque chose. On est en transition au niveau automobile. Les Chinois veulent prendre des parts de marché. Les Américains veulent aussi avoir leur mot à dire. Les Allemands, donc c'est là aussi, je pense, au niveau de l'automobile, pour les manufacturiers exportateurs, il y a quelque chose là à jouer. Absolument. Puis quand on parle du secteur automobile, on pense souvent à l'Ontario, mais il y a quand même plusieurs sous-traitants qui sont ici au Québec, qui sont installés. Et je pense que c'est une grappe qui est appelée à se développer avec la question du secteur de la batterie qui se développe à Bécancour, par exemple. Alors, c'est un créneau qui va prendre l'expansion où le Québec a à prendre sa place. Et encore une fois, il faut s'assurer d'avoir des bonnes relations, une bonne complémentarité avec les Américains pour arriver à se positionner. Mais le discours, je reviens au discours de vendredi, c'était quand même positif, somme toute, Oui. dans un contexte très protectionniste où le président Biden ne cesse de multiplier les annonces pour renforcer le protectionnisme américain. C'était quand même une bonne nouvelle vendredi, ce qu'il est venu nous dire. Oui, puis les exportations du Québec, quand même, là, c'est quoi? C'est 80 quelques pourcents là, qui vont aux États-Unis. Donc, les Américains, c'est des partenaires stratégiques, là. C'est 78,5 de nos Bon. exportations sont à destination des États-Unis et c'est exactement le message qu'on pousse ou qu'on met de l'avant. Il faut travailler ensemble pour renforcer la compétitivité du marché nord-américain. Nos concurrents, ils sont en Chine, ils sont en Asie, ils sont ailleurs, mais travaillons davantage ensemble. Productivité aussi, là, dans les usines, pénurie de travailleurs, ça ne doit pas aider non plus. On l'a vu dans le numérique, on le voit dans le monde financier aussi. Bon, robotisation, automatisation, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut donner aussi de la formation continue dans les usines aux travailleurs pour justement peut-être les amener dans des postes plus stratégiques. Oui, absolument. Toute la question de la requalification qui est vraiment clé. Donc, je le mentionnais, dans le secteur manufacturier, on a 27 000 postes vacants et on a fait un sondage l'automne dernier qui a démontré que les manufacturiers avaient, au cours de la dernière année, laissé 7 milliards de dollars sur la table, juste au Hey, Québec, dans le manufacturier, faute d'avoir les travailleurs nécessaires. Et dans ces 7 milliards-là, il y a un 4 milliards de on refuse des contrats, on laisse aller des clients, on cherche plus les nouvelles opportunités parce qu'on n'a pas les travailleurs dont on a besoin. On a de la difficulté à répondre à la demande actuellement. Puis l'autre 3 milliards, ce sont des projets d'investissement qu'on ne fait pas en automatisation, robotisation, parce qu'encore une fois, on n'a pas les travailleurs nécessaires. Fait que c'est clair qu'il y a un impact significatif. Et quand on parle de solutions, on parle souvent d'immigration, parce que le bassin au Québec de travailleurs n'est pas assez grand pour ouais. répondre aux besoins de tout le monde. Mais après, il y a la question de la formation et de la requalification. Alors, il y a deux choses. Il y a les gens, de plus en plus, nos membres nous disent, bon, les gens qui frappent à notre porte n'ont pas de formation, ils n'ont pas de secondaire 5, ils n'ont pas une grande expérience, mais on prend vraiment tous ceux qui arrivent et on les forme à l'interne. Donc là, on parle vraiment d'une formation de base
pour être capable de faire vraiment des postes d'entrée. Mais après, on a des gens en usine qui occupent différentes fonctions, mais qui n'ont pas nécessairement de formation qualifiante. Alors, l'une des choses qu'on a fait avec un regroupement de cégep et de commission scolaire, c'est d'offrir une formation duale, donc en alternance travail-études. Les gens sont employés, ils sont en usine et on les forme, par exemple, sur une attestation collégiale en génie mécanique. Alors, ça se fait sur un certain nombre de mois et c'est très pratico-pratique, c'est adapté pour des gens qui n'ont pas nécessairement eu une bonne expérience avec le parcours scolaire. Donc, ça, c'est vraiment la requalification avec une diplomation qualifiante. C'est un modèle qu'on veut mettre davantage de l'avant entre nos membres parce que c'est gagnant pour le travailleur, c'est gagnant pour l'employeur et pour la société globalement parce qu'on permet à des gens d'accéder à des fonctions plus intéressantes, une diplomation mieux payée. Alors, et pour l'employeur, ben, on a accès à des gens, bien sûr, qui sont d'autant plus productifs et mobilisés aussi. Oui, puis là, on est à un tournant aussi. On regarde l'âge des propriétaires des entreprises au Québec. C'est assez âgé. On regarde un peu dans les 10 prochaines années. On dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont changer de main ou fermer, là, c'est selon. Ça aussi, ça peut être inquiétant. Les repreneurs potentiels, des coopératives de travailleurs. Donc, il y a plusieurs formules. Ça peut être aussi la vente directement. Ça se prépare 2, 3 ans à l'avance, ça aussi. Donc, il y a un enjeu là, certainement. Absolument. Le reprenariat, c'est un enjeu dans notre secteur d'activité, particulièrement dans la PME. Je pense que le modèle coopératif, c'est un modèle qu'on risque de voir de plus en plus Oui. parce que ça permet soit à l'ensemble de l'équipe ou à l'équipe de direction de reprendre l'organisation. Souvent, il y a un certain succès là-dedans parce que c'est des gens qui sont déjà là, qui sont engagés, qui sont mobilisés et qui croient vraiment à la mission de l'organisation. Mais ce qu'on voit dans certains secteurs, par contre, c'est des entreprises qui n'ont vraiment pas suffisamment investi et qui vont fermer leurs portes parce qu'ils ne trouvent pas preneurs. Donc, qui n'ont peut-être pas de créneaux spécifiques, mais ils n'ont pas investi suffisamment pour justifier la valeur qu'ils demandent à l'achat. Alors, moi, je pense qu'on va avoir soit une consolidation dans certains secteurs Ouais. manufacturiers ou certaines entreprises qui vont disparaître malheureusement faute d'être assez attractives, en fait. Dans le manufacturier d'exportation, le télétravail, les horaires flexibles, ça existe-tu là aussi? Tu sais, on le voit, c'est souvent dans dans le travail de bureau ou peut-être Ouais. dans des postes beaucoup plus, peut-être moins, comme on dit, là, avec les mains, travail manuel. Mais c'est un enjeu qui touche le manufacturier, les exportateurs, ça, le télétravail, la flexibilité, les congés payés? Oui, ben absolument. Pas en usine. Clairement, quand on travaille en usine, on n'a pas le choix d'être sur place à travailler avec les équipements. Ouais. Mais au niveau des bureaux, oui, absolument. Alors, on voit des entreprises qui sont en région parfois qui auraient eu de la difficulté à attirer les travailleurs et qui maintenant offrent cette flexibilité-là parce que ça leur permet d'aller chercher les gens qui sont dans les grands centres, qui vont être prêts à faire peut-être 2 jours dans l'entreprise, dans les bureaux et 3 jours à la maison. Donc, on le voit de plus en plus. Et c'est une façon d'attirer et de retenir la main-d'œuvre dans notre secteur. Et notre secteur a vraiment un déficit de connaissances auprès des travailleurs de façon générale, Ouais. déficit d'amour aussi, parce que souvent, on a l'impression que le secteur manufacturier est un secteur qui est vieux, qui est en déclin, que c'est lourd, que c'est sale. Alors, on a vraiment un travail à faire pour mieux faire connaître notre secteur, que c'est en pleine transformation. Et j'ai parlé de la numérisation, mais ce travail-là est à faire aussi auprès des gens de bureau qui ont le choix de travailler dans plein de secteurs d'activité. Quand vous êtes en ressources humaines, en marketing, vous pourriez travailler en TI, vous pourriez travailler dans le secteur public, vous pouvez travailler dans le manufacturier. Alors, on a vraiment un travail à faire pour mieux faire connaître notre secteur puis les différentes opportunités qui résident pour eux. Est-ce qu'il y a un travail à faire avec les autorités aussi au niveau fédéral pour l'immigration? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent que c'est long, faire venir des travailleurs étrangers. Ça peut prendre plusieurs mois, même voire des années dans certains cas. Dans le cas du manufacturier, on a besoin de travailleurs rapidement. Est-ce que Ouais. on le sent que ça débloque de ce côté-là? C'était des enjeux qui étaient là dans les dernières années. Absolument. Quand on regarde les travailleurs étrangers temporaires, le secteur agricole est le premier secteur à les accueillir et les manufacturiers le deuxième. Donc, nous, on a des travailleurs partout à travers le Québec dans nos usines qui sont là sur des visas de 2 ou 3 ans. Mais vous l'avez bien dit, pour réussir à accéder ou avoir accès à des travailleurs étrangers, c'est vraiment le parcours du combattant. Il y a une bureaucratie, il y a une lourdeur, il y a un manque de Oui, c'est flexibilité. compliqué, hein? Ça C'est semble très être compliqué. C'est très compliqué. Puis en plus, c'est que nous, au Québec, on a 2 paliers en plus, ouais. qui interagissent, donc le provincial et le fédéral. Alors, ça rajoute dans les délais, dans la paperasse à compléter.
comparativement aux autres provinces canadiennes. Alors, ça fait partie de nos conversations régulières Ouais. avec le gouvernement fédéral et provincial pour qu'ils puissent vraiment, j'ai juste le terme en anglais, streamliner, qu'ils puissent augmenter l'efficience du programme, accélérer les délais, puis faciliter la vie aux employeurs qui ont besoin de ces travailleurs-là. Et là, les travailleurs viennent d'un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ciblés que d'autres? Sur le terrain, là, on voit de plus en plus arriver des Asiatiques et d'autres communautés. Est-ce qu'il y a des pays comme ça qui sont ciblés davantage dans des missions économiques? Ben, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on accueillait beaucoup de travailleurs des Philippines, l'Amérique latine et le Maghreb ou l'Afrique du Nord jusqu'à un certain point. Mais là, avec les politiques actuelles au niveau du gouvernement du Québec, au niveau de l'immigration, Ouais. de plus en plus, les employeurs vont se retourner vers les pays de la francophonie. Pourquoi? Parce que souvent, les travailleurs qui viennent souhaitent accéder à l'immigration permanente. Et si tu n'as pas un bon niveau de français, c'est pratiquement impossible de le considérer. Alors que si on recrute des travailleurs, par exemple, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, ils vont pouvoir se qualifier au niveau du français, donc ça fait une barrière de moins pour réussir à accéder à l'immigration permanente. Les données aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui recueillent de la donnée. Est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus au Québec aussi, analyser les données en usine pour pouvoir améliorer justement la productivité? Encore une fois, je voudrais que c'est assez, je dirais pas que c'est émergent, mais c'est vraiment davantage au niveau de la grande entreprise. OK. Il y a des PME qui le font, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est davantage la grande entreprise qui a cette capacité-là, qui a les ressources et l'expertise pour être capable de le faire. Mais c'est clair que ça fait partie des voies de l'avenir. Si on veut augmenter notre productivité, il faut vraiment prendre ce virage-là et le faire plus rapidement. Patrick, Marie-Hélène, avez-vous au niveau de la prospérité, de la productivité dans vos secteurs, dans le numérique notamment, le domaine financier, la productivité est importante? Oui, vraiment. Puis, si je peux raisonner sur un des points qui a été soulevé justement par Véronique, on disait que lorsque les gens arrivent, disons, à la fin de leur carrière d'entreprise, c'est rare qu'ils vont réinvestir justement dans la productivité, dans des systèmes, parce qu'ils ne veulent pas s'embarquer dans un gros Toi, projet tu le avant vois, ça? Tu d'arrêter. le vis au Oui, quotidien? oui, on voit des entreprises justement qui ont arrêté. Souvent, c'est les gens qui sont en croissance, qui voient un gros avenir justement, qui vont investir. Mais l'ironie de tout ça, comme ça a été soulevé par Véronique, c'est que c'est ces entreprises-là qui ne vont pas réussir à vendre parce qu'ils n'ont pas investi dans des moyens qui leur permettent de standardiser les processus et qui rendent l'entreprise beaucoup moins attirante pour la revente. Donc, c'est un peu un catch-22 que les entrepreneurs dans cette situation-là se retrouvent. Là. Oui, puis avec un dollar aussi peut-être plus faible, aussi dollar canadien, avec de l'automatisation, de la machinerie en dollars américains. Donc, il y a aussi, là aussi, un enjeu de dollars. Exactement. Puis d'où l'importance, si possible, de rebâtir une chaîne justement de valeur d'approvisionnement locale lorsque possible pour ne pas être pris dans cette situation monétaire-là. Véronique, vous le voyez, ça, sur le plancher des vaches? Absolument, absolument, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Marie-Hélène, dans le domaine financier, la prospérité, comment tu vois ça? C'est sûr que c'est très présent chez nous aussi. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, nous, on a peut-être moins ce type d'enjeu-là aussi parce que c'est quand même relativement foisonnant en finance. On ne se le cachera pas. Là. Le problème de la main-d'œuvre n'est pas nécessairement dans la finance, mais plutôt dans tout ce qui est les opérations ou la technologie où on a besoin de ces corps de métier-là aussi pour continuer à faire rouler un petit peu nos institutions financières aussi. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit, c'est vraiment de comment on peut faire grandir les gens aussi à l'interne dans une entreprise aussi, puis les faire monter en compétences. Moi, je trouve que c'est très important aussi. Nous, on a moins à le vivre parce qu'on a des corps de métiers qui sont très, très, très balisés, mais je pense que dans certains métiers, c'est hyper important aussi, puis de miser sur cet avenir-là aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve ça bien pour l'avenir aussi. Oui, puis on assiste au Québec actuellement à un transfert de richesse générationnelle. Beaucoup de jeunes qui héritent. Ce que leurs parents n'avaient pas fait. Donc, je pense qu'au niveau financier, domaine financier, on profite aussi de cette richesse-là. C'est sûr qu'effectivement, les générations, on parle de nos grands-parents, nos parents ont économisé énormément. Donc, c'est sûr que la richesse se passe, je vais dire de père en fils, mais de famille en famille aussi. Donc, c'est clair que ça reste aussi. Mais je suis curieuse de voir dans un avenir si on va continuer à être comme ça aussi économe et de pouvoir passer ça. Ça va être un bel enjeu, je pense, dans l'avenir, en tout cas en finance. Pour terminer ce balado, je prends l'initiative, c'est pas inscrit, mais je vais vous poser chacun la question. 2030, vous voyez le Québec où? Vos perspectives personnelles, comme ça, est-ce que quand même le Québec, on le voit, on est une économie quand même prospère. À l'échelle internationale, on est
très bien situé. Il faut continuer comme ça. L'immigration va faire partie de la pénurie de travailleurs, on le voit. De plus en plus, c'est des enjeux, la numérisation, la productivité. Où qu'on va être en 2030, Madame Proulx, Véronique, si vous voulez peut-être lancer l'idée, vos idées? Absolument, mais je vais faire un souhait de ce que j'aimerais Oui, qu'on soit en voilà. 2030. Alors moi, je souhaite que le secteur manufacturier soit en bonne voie de décarbonation. On n'en a pas beaucoup parlé, là, mais il y a des enjeux significatifs et on doit aller de l'avant, on doit le faire plus vite. Puis ça va beaucoup passer par l'intégration de nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire notre empreinte environnementale. Je le mentionnais aussi tout à l'heure, le bassin de travailleurs va continuer à diminuer. Donc, les manufacturiers doivent vraiment revoir leur modèle d'affaires. Et notre capacité à croître ne va pas reposer sur un bassin de travailleurs qui augmente, mais vraiment sur notre capacité à faire plus avec moins. Donc, je reviens encore une fois à la question de la productivité. Donc, c'est ce que je souhaite pour le secteur pour 2030. Patrick? Pour moi aussi, je vais faire un souhait vers la prospérité, mais particulièrement vers la cohésion de la technologie. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le 2030, comment je le vois, c'est que les humains puis la technologie, c'est pas des ennemis, c'est pas des gens qui ont peur l'un de l'autre, c'est tout simplement un tout qui collabore ensemble et c'est la technologie au service de l'humain qui vient aider et bonifier, mais qui ne sera pas là pour remplacer, tout simplement innover. Donc aussi, comme Véronique, un souhait de prospérité, d'innovation et d'avancement pour le Québec. Marie-Hélène? Mon Dieu, c'est tellement bien dit par Patrick que j'ai appelé Vincent tantôt, soit dit en passant, toutes mes excuses. Mais effectivement, je pense que c'est de voir comment la technologie va nous aider et non pas le prendre comme un ennemi aussi, comment on va pouvoir progresser. Moi, ce que je souhaite pour le Québec, c'est qu'on soit capable d'ouvrir nos horizons aussi et de voir encore plus loin. Je pense qu'on a toutes les ressources, on a toute l'intelligence. Je pense à tous nos chercheurs en intelligence artificielle, tous nos gens qu'on a, nos universitaires. Je pense qu'il faut voir grand aussi. Puis des fois, on a tendance à pas oser. Je pense qu'on doit oser miser aussi dans nos technologies puis dans nos gens aussi. Je pense que c'est ça qui va nous amener encore plus loin, là. Marie-Hélène Durivage-Mahé, directrice des solutions d'affaires et agilité organisationnelle à la financière des professionnels. Merci. Véronique Proulx, PDG, manufacturier exportateur et vice-présidente principale politique affaires publiques pour la Maison Mère Manufacturier Exportateur Canada. Merci beaucoup. Merci. Patrick Vigeant, fondateur architecte de solutions chez Witify. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre balado en direct du Forum économique de la relève d'affaires, 8e édition 2023. Alors, merci beaucoup, panélistes, et longue vie. On va se donner rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Au plaisir.